Donc merci de m'accueillir, merci de m'inviter. Je suis, comme Mathieu hier, très content d'être au CFO après toutes ces années d'interruption, ayant fait aussi mes premières armes dans ce colloque. Donc je vais vous présenter, c'est la lourde difficulté de tâche de présenter un programme énorme qu'on a fait sur 4 ans, un programme qu'on a restitué en une journée au mois de juin, réduit en 1 heure et demie il y a un mois et que j'ai encore essayé de réduire en une demi-heure. Je risque de dépasser un petit peu. Donc c'est pas un travail que j'ai fait tout seul, il y a plein de co-auteurs que vous pouvez voir là et il y a beaucoup de partenaires scientifiques et techniques qui ont été impliqués là-dedans. Donc pour un résumé un contexte global, donc l'impact des éoliennes sur la biodiversité, vous le connaissez, l'impact le plus connu ce sont les collisions, ce sont les impacts directs, mais il y a aussi d'autres impacts indirects comme les effets barrières, où les oiseaux vont être obligés de se détourner de leur trajectoire pour contourner les centrales éoliennes. Il peut y avoir un effet de répulsion et donc de perte d'habitat. Et puis l'environnement physique peut être modifié, notamment en mer, avec des modifications des courants aériens, des courants marins, des sédiments, qui va pouvoir modifier aussi la disponibilité des ressources alimentaires, créer des effets récifs, voire des effets réserves. Bref, c'est très complexe. Et donc, en ce qui concerne les oiseaux, on peut en fait placer les espèces sur un espèce de gradient entre l'indifférence, la répulsion ou bien l'attraction autour des centrales éoliennes. Et évidemment, quand c'est une répulsion, c'est plutôt un risque de perte d'habitat. Quand c'est une attraction, le risque, c'est plutôt la collision. Et toutes les études qui ont été menées jusqu'à présent sur les éoliennes offshore, c'est principalement dans la mer du Nord et la Baltique, qui sont les premiers pays à avoir développé massivement cette industrie. Et donc, il y a quand même des connaissances sur ces effets de répulsion ou d'attraction en fonction des espèces, mais d'espèces de la mer du Nord. Que se passe-t-il dans un contexte méditerranéen où les espèces ne sont pas les mêmes? On ne sait pas. On n'a pas d'informations parce qu'aucune éolienne offshore a encore été construite en Méditerranée, du moins en 2021 quand le programme a commencé. Par ailleurs, il a été mis en évidence en mer du Nord qu'il y avait aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs terrestres qui traversaient la mer. Et puis, 2 études avaient montré avec des suivis radars en Allemagne et puis au large des Pays-Bas qu'il y avait donc des vols migratoires un peu à toutes les hauteurs, mais quand même une grosse proportion de vols au-dessus de la mer qui étaient à plutôt basse altitude et typiquement dans la hauteur dans le range de hauteur des pales d'éoliennes. Donc en Méditerranée, il y a des projets d'éoliennes offshore comme partout sur le littoral français et très peu de connaissances sur comment les oiseaux utilisent le golfe du Lion. Donc il y avait vraiment des enjeux de connaissances majeurs pour identifier les espèces qui seront concernées par ces centrales éoliennes offshore. Quelle est leur distribution spatio-temporelle? Quelles sont les zones et les habitats fonctionnels notamment pour les oiseaux marins? Et pour les oiseaux terrestres, quelles sont les routes et les flux migratoires? Et enfin, bien entendu, quelles sont les altitudes de vol dans un contexte de risque de collision. Donc pour cela, le programme de recherche Migralion a été réfléchi à partir de 2019-2020, lancé en 2021 jusqu'à 2025. Donc le programme est terminé, c'est pour ça que je fais le bilan maintenant. C'était un gros budget en fait de quand même 4,2 millions d'euros qui était porté par l'OFB et après avec plein de pilotes et de partenaires, comme vous pouvez voir la liste des logos qui est en bas. Donc c'était un programme qui était organisé en silos de recherche. Et alors il y a les 2 premiers lots, c'est essentiellement de la communication, de l'organisation et de l'état des connaissances. Je vais m'intéresser principalement, uniquement même d'ailleurs, aux 4 lots suivants. Le lot 3 qui était une étude de télémétrie autour des franchissements de la Méditerranée. Le lot 4, ce sont des campagnes d'observation en mer. Le lot 5, c'était des notifications des flux de radar à la côte. Et le lot 6, c'était la synthèse de tout ça. Et je vais les prendre en sens inverse en fait. Je vais commencer par le 5, puis le 4, puis le 3, puis je vais finir par le 6. Alors, le lot 5, c'était le lot qui concernait les radars ornithologiques à la côte, donc qui était géré principalement par le Bureau d'études Biotope, et notamment Vincent Delcourt, Camille Assali, Cyprien Daïdé, avec d'autres partenaires également de la LPO, de Vogelwart en Suisse et de la Tour du Valat. Donc l'objectif de ce lot 5, c'était de répondre à plusieurs questions, ça va être toujours un peu les mêmes. Quand est-ce que les oiseaux passent? Quelle est la phénologie des déplacements migratoires? Comment passe-t-il? C'est-à-dire à quelle hauteur de vol? Est-ce qu'on peut spatialiser les flux? Est-ce qu'on peut quantifier les flux d'oiseaux migrateurs? Et éventuellement, est-ce qu'on peut aussi identifier les espèces qui passent au-dessus de la Méditerranée? Donc pour cela, la technologie principale, c'était des radars BirdScan, des radars suisses,
qui sont des radars verticaux. Donc vous voyez ici que le radar qui est positionné au sol va scanner ce qui se passe au-dessus de lui jusqu'à 1500 mètres environ. Et puis il va enregistrer des cibles qui se déplacent à différentes hauteurs. Il va quantifier ces cibles et il peut aussi, par l'effet Doppler, discerner différents types des grands groupes d'oiseaux, notamment les types passereaux, type limicole, type canard ou type planeur, juste par la manière dont les oiseaux battent des ailes. C'est une détermination assez grossière. Et donc pour complémenter cette identification, il y a des méthodes complémentaires qui ont été ajoutées, notamment des suivis acoustiques automatisés, notamment pendant la nuit, des suivis visuels de migration active à la côte, et puis des campagnes de capture et de bagages. Donc le principe a été on avait 2 radars à disposition pour ce lot. 2 radars BirdScan, un premier radar qui était fixe à la palissade. La palissade, c'est le site ici au sud de la Camargue, au sud de Salengiro, et qui marchait en continu pendant 3 ans. Et puis pendant 2 années, on a eu un radar mobile qui toutes les semaines était déplacé le long du littoral pour enregistrer un maximum d'endroits autour du golfe. En 2024, il a été décidé de fixer ce radar qui était mobile. En fait, on l'a installé pendant 1 année à Agde pour avoir une vision à l'est et à l'ouest du Rhône de la migration. Alors, je vais passer rapidement aux résultats. Le premier résultat, c'était quand est-ce que les oiseaux passent. Donc, le gros de la migration prénuptiale était du 15 février au 20 mai, soit 94 jours. Migration post-nuptiale, c'était du 20 juillet au 30 novembre, donc plutôt autour de 130 jours. Mais ce qui est intéressant un des résultats intéressants de ce suivi, c'était qu'en fait, la migration, c'est pas un phénomène continu. Beaucoup d'ornithos le savent ici, mais là, on a pu vraiment le documenter sur toutes les années. En gros, il y a une vingtaine de nuits chaque année qui concentrent plus de la moitié du flux migratoire. Donc, ce sont ces nuits-là qui vont avoir passé une énorme majorité, une grande diversité d'oiseaux au-dessus du golfe. Et c'est identique au printemps ou à l'automne. Quand est-ce que les oiseaux passent au cours d'un ictémère? Bon, là, sans surprise, c'est la nuit, majoritairement. De loin, 70% du flux, c'est nocturne. Et puis, en termes de mois, c'est clairement ici, quand on regarde sur la prénuptiale, on a les mois de février, mars, avril, mai. C'est vraiment mars, avril et mai qui concentrent les plus forts flux, et essentiellement nocturnes, très peu en diurne. Sur l'automne, ça va être septembre, mais surtout octobre, qui va être le mois le plus busy pour les oiseaux. De quelles espèces on s'agit? Bon là, je pourrais passer une journée entière à dire ce qu'on a vu, mais on va aller vite. 214 espèces identifiées, avec 80% ce sont des passereaux qui longent la côte ou qui traversent le golfe. Alors, comment franchissent-ils ce golfe? Donc, les hauteurs de vol ont été identifiées par ce radar jusqu'à 1400 mètres. Et on peut voir ici que ce soit à l'ouest ou à l'est du Rhône, on a davantage de flux à l'ouest qu'à l'est. On voit que le Migration Traffic Rate ici, donc la quantité de migrateurs par unité de temps, est 2 à 3 fois supérieure à l'ouest à Agde qu'à la palissade. Et puis, en termes de hauteur, vous voyez qu'il y a comme une grande partie du flux qui est sous les 300 mètres, que ce soit sur les 2 sites. Alors en termes géographiques, comment se répartit le flux? Sur la migration prénuptiale, on a majoritairement des flux qui sont orientés nord-nord-est, donc plutôt nord ici à l'ouest et à l'est, et puis au centre c'est plus nord-est, ils vont vers la vallée du Rhône. A l'inverse, à l'automne, en post-nuptial, c'est plutôt du sud-sud-ouest qui est la direction principale de vol de ces oiseaux. Et combien d'individus passent par le littoral languedocien et par la mer? Donc là, c'est une estimation très très grossière, mais en utilisant un modèle spécifique, en tenant compte des variations temporelles et spatiales, on estime qu'il y a à moins de 1000 mètres d'altitude, il y a entre 45 et 90 millions d'oiseaux qui franchissent le golfe au printemps et le double, entre 2 et 3 fois ça à l'automne, parce que bien sûr nous avons les jeunes. Donc, de ce lot, c'est un résumé extrêmement rapide, évidemment. On peut voir que les mouvements migratoires sont étalés sur 8 mois, mais avec des vagues de migration, une vingtaine de nuits par migration qui concentrent beaucoup de flux, essentiellement la nuit. Beaucoup de passereaux qui volent quand même globalement à basse altitude et des flux plus importants à l'ouest qu'à l'est du Rhône. Et donc, on a entre 45 et 210 millions d'oiseaux qui doivent traverser le golfe à moins de 1000 mètres chaque année.
Alors c'était bien d'être faire les suivis à terre, mais quand on s'intéresse au franchissement de la mer, c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe en mer. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc c'est un deuxième lot qui a été porté par Biotop et par l'IRD, avec quelques partenaires également autour du VALA et LPO. Et c'était Nicolas Delelis de Biotop qui a pris en charge ce programme essentiellement. Donc les objectifs étaient les mêmes qu'à terre, mais depuis la mer. Donc quand, où, comment, combien d'oiseaux passent par le golfe. La méthodologie impliquait donc d'embarquer du matériel, notamment des observateurs et des radars, sur un bateau et faire des transects. Donc il y a un transect de 1000 km qui a été établi le long du golfe. Vous voyez ici les zigzags que le bateau faisait en partant de la côte et puis en s'éloignant progressivement, en passant au passage par toutes les zones de développement éolien possibles. Donc un déplacement continu à 10 nœuds, de jour comme de nuit. Avec le cœur du programme, c'est évidemment les suivis par les radars, 2 radars qui étaient embarqués, un radar vertical qui mesurait les hauteurs de vol, un radar horizontal qui mesurait les directions, et puis en complément, le jour d'observation visuelle, la nuit de l'acoustique. Donc 4 campagnes réalisées en 2022, 2023, 2 en 2024, très compliqué à organiser logistiquement. Le bilan, c'est qu'on voit beaucoup d'espèces qui franchissent la mer, des communautés plus diversifiées au printemps qu'à l'automne. Vous voyez, on a entre 23 et 63 espèces identifiées en prénuptial. On est plutôt autour de 40 en postnuptial. Alors, comment ça fonctionne ces radars? Si je prends d'abord le radar horizontal, c'est ce qu'on a plus l'habitude de voir. Donc, le radar va enregistrer tous les déplacements d'objets en vol dans un rayon de 10 km autour du bateau. Donc, le bateau se déplace et le radar enregistre tout ce qu'il a. Et puis, à partir des trajectoires qu'on peut... Alors, tous les points, ici, les points jaunes sont des oiseaux et les petits traits verts, c'est la traînée, en fait. C'est un enregistrement de là où était le point avant. Donc, ça permet de voir et d'identifier mieux les trajectoires. Donc à partir de ces trajectoires, on peut estimer le nombre des trajectoires à chaque pas de temps, le nombre par heure, et puis bien sûr les directions de vol. Donc ici une petite animation de ce qu'on peut voir en journée sur un radar. Donc là tous ces déplacements, c'est accéléré. Ces déplacements d'oiseaux marins, là, ce sont des sternes et des guiffettes noires principalement. Cet enregistrement a été fait sur cette portion-ci du Golfe en septembre 2023. La nuit, c'est différent. Vous voyez ici ce qui se passe en migration post-nuptiale, donc des déplacements qui sont quand même plutôt orientés sud-ouest. Au printemps, pattern bien différent. Là, on voit bien de la migration plein nord qui franchit le golfe. Là, encore une fois, on se trouve sur cette portion-ci du golfe du Lion, donc plutôt à l'est du golfe du Lion. Des oiseaux qui arrivent typiquement d'Afrique, là, qui arrivent vers le littoral français. Le radar vertical, lui, va enregistrer. Alors, c'est le même radar, mais cette fois-ci qui est basculé à la verticale. Donc, ce qui est en dessous, c'est la mer, on voit rien. En revanche, ce qui est au-dessus, ça permet de voir les oiseaux qui s'étagent jusqu'à 1000 mètres, à peu près 1400 mètres de hauteur au-dessus du radar. Et là, ce qu'on voit ici, c'est la ligne d'horizon qui bouge parce qu'il y a de la houle, évidemment. Donc le radar, le voici, c'est un radar vertical. Et donc on va sélectionner les échos d'oiseaux et calculer, comme à terre, un MTR, ça veut dire le Migration Traffic Rate, le nombre d'oiseaux par heure et par kilomètre. Alors si je prends le radar vertical, on a ici un pattern de déplacement. On voit également que c'est très étagé, avec notamment la nuit, ici, un pic d'oiseaux qui volent entre 300 et 600 mètres. C'est vraiment la hauteur majoritaire de survol de la mer, mais avec une grande variabilité d'une nuit à l'autre. Là, c'est 3 exemples de 3 nuits consécutives en octobre 2022. Vous voyez que les pics de migration ne passent pas à la même altitude. C'est 300 mètres pour une nuit, et puis 400 la suivante, et plutôt 600 la nuit d'après. Donc les conditions du moment vont influencer les hauteurs de vol des oiseaux. Alors, comme on avait ces 2 protocoles qui marchaient en simultané, on a pu comparer ce qui était enregistré par le radar en bateau et ce qui était enregistré en même temps par les radars à terre le long du littoral, pour vérifier qu'on avait à peu près le même pattern. Donc là, 30 jours de suivi simultané avec les 2 protocoles. Et de manière assez rassurante, on avait quand même le même phénomène ici en migration prénuptiale. On a souvent ici à terre un pattern un peu continu. Il arrivait plutôt sur la fin de la nuit. En mer, il y avait plutôt 2 pics en général. Un pic en début de nuit et puis un pic plutôt en fin de nuit.
En post-nuptial, c'était clairement le début de nuit qui était le plus enregistré. Et ce qui n'est pas illogique dans le sens où les oiseaux démarrent leur migration ici depuis le littoral et donc on les observe assez rapidement à l'entrée du golfe sur leur départ. Et puis après, ça s'étiole parce que c'est des oiseaux qui arrivent de plus loin depuis la Terre. Donc on a des flux encore une fois nocturnes. Ici, vous avez l'heure ici sur l'axe des X. Et donc, majorité de passage la nuit et puis le jour, c'est quand même plutôt calme. En ce qui concerne les hauteurs de vol, on a aussi des patterns assez similaires, notamment entre ce qui se passe à la palissade ici et puis en mer. En prénuptial, vous avez des hauteurs de vol assez comparables. Sur l'ouest, ici sur Agde, on a globalement des vols souvent un peu plus hauts et plus nombreux également. En post-nuptial, on a ici, vous avez le pattern en mer avec plutôt une hauteur de vol autour de 200-300 mètres et un peu plus de différence avec ce qu'on peut enregistrer depuis la côte. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux points de mesure, la côte et puis le large, parce qu'on n'a quand même pas exactement la même observation et les mêmes individus qui passent, bien sûr. Un oiseau qui démarre de la côte peut avoir un comportement différent à 5 km du bord et quand il est à 30 km. Donc ce lot d'observation avec les radars, c'est vraiment une méthode qui n'a jamais été utilisée auparavant en France pour suivre la migration. C'est assez inédit. C'était très intéressant malgré des contraintes logistiques et opérationnelles très, très complexes. Évidemment parce qu'il fallait choisir des conditions météo relativement calmes pour le bateau, simplement pour pouvoir enregistrer quelque chose de correct sans avoir trop d'échos de mer et de bruit de fond. On a pu identifier, alors j'ai passé plein de résultats évidemment que j'ai pas pu montrer, mais les espèces marines fréquentent fortement le golfe. Évidemment, il y a beaucoup de variabilités spécifiques, temporelles et saisonnières dans ces espèces qui fréquentent le golfe. Pour les déplacements nocturnes d'oiseaux marins et migrateurs terrestres, ils sont liés dans l'ensemble du golfe. Il n'y a pas vraiment de zone privilégiée. On peut en voir un peu partout. Et en revanche, on est bien conscient qu'avec ces déplacements en mer, on était quand même assez contraints sur les conditions météo et donc on a un échantillonnage temporel qui n'est pas très forcément représentatif de toutes les conditions. Donc on a quand même identifié des espèces à enjeu de collision probable avec les futures centrales éoliennes, notamment l'esternidé, la mouette pygmée qui fréquente en abondance le golfe du Lion pendant l'hiver et le début de printemps. Les migrateurs terrestres sont enregistrés un peu partout sur le golfe. Et puis un gros point d'interrogation sur les chiroptères qui était prévu d'être étudié mais qui était très complexe en mer parce qu'il y avait plein de bruits parasites qui empêchaient un enregistrement efficace des ultrasons qu'on pourrait faire à terre. J'ai terminé par le troisième lot d'acquisition de données que j'ai porté avec, plus spécifiquement avec Jocelyn Champagnon et Frédéric Giguet de la Tour du Valat et du Muséum respectivement. Et puis plein d'autres personnes qui sont également présentes ici, pour certaines. Donc l'objectif de ce lot de télémétrie, c'était de pouvoir faire un suivi longitudinal des déplacements individuels en utilisant des balises de géolocalisation des individus par rapport au suivi radar. Là, cette fois-ci, on connaît l'espèce, on connaît même l'âge, voire le sexe des individus. Donc on a beaucoup plus de renseignements sur les individus, mais on a moins d'individus à suivre, évidemment. Et on tenait à faire un suivi pluriannuel pour tenir compte des variabilités entre les années qu'il pourrait y avoir en fonction des conditions météo et des espèces. Donc on avait deux grands groupes d'oiseaux qu'on a suivis en télémétrie, les oiseaux marins dont le but était d'étudier quelles sont les zones utilisées sur les golfes du Lion pour l'alimentation, pour le repos, que ce soit en période de reproduction ou en hivernage. Quelles sont leurs altitudes de vol? On avait 3 espèces concernées, on parlera tout de suite après. Et puis pour les oiseaux terrestres, ça va être déterminé également les voies de passage, les périodes de passage, les hauteurs de vol. Lors des trajets migratoires, on avait 37 espèces concernées. Donc en méthodologie, on a déposé un programme de bagage spécifique pour ce programme. Il a impliqué beaucoup de monde et évidemment la cheville ouvrière de ce programme, c'était Stéphane Tillot qui est présent dans la salle, que je remercie parce que c'était vraiment lui qui a fait marcher tout ce programme, un bagueur exceptionnel. Mais assisté également de pas mal de bagueurs, assistants bagueurs, qui en a aussi présents dans la salle, que je remercie également, et puis plein de gestionnaires impliqués, des bénévoles, etc. Donc c'était un gros travail de terrain. En termes de technologie déployée, alors pour les grosses espèces supérieures à 75 grammes, on a pu déployer des balises GPS de différentes tailles. Elles allaient de 25 grammes pour les plus grosses espèces, pour les types flamands, hérons, et puis jusqu'à 3 grammes pour les plus petites, notamment les glaréoles, on verra après. Les harnais étaient majoritairement déployés sous la forme de baudriers, sauf quand on n'avait pas le choix de faire en sac à dos. Ces balises avaient toutes des panneaux solaires qui permettaient d'être rechargés et donc elles continuent à enregistrer des données encore 2 ans ou 3 ans après.
Et elles enregistrent la position en 3D, la vitesse, la posture et le comportement via un accéléromètre intégré. Donc pour ce qui concerne les oiseaux marins, donc nos 3 espèces, c'est le puffin dielcoin, puffin de Scopoli et les sternes kojek. Donc on a 3 patterns assez différenciés. Vous voyez que le Yelcoin, il est quand même essentiel. Il va fréquenter tout le golfe du Lion, mais avec une grosse activité ici autour de la Camargue et puis autour des îles de Marseille. Le Scopoli, il était équipé ici aux îles de Marseille, donc il est beaucoup dans ce coin-là, mais il va fréquenter tout le golfe et également la partie pélagique. Les sternes, en revanche, sont beaucoup plus côtières, avec vraiment des hotspots de fréquentation ici au large de Sète ou bien au large de la Camargue. Alors, je passe très vite sur les résultats encore une fois. Je m'intéresse juste aux hauteurs de vol ici. Comme on pouvait s'y attendre, les puffins volent au ras de l'eau. Donc, la hauteur moyenne de vol, c'est 1 mètre au-dessus de l'eau, avec très peu de vol au-dessus de 10 mètres. En revanche, les sternes ont un pattern de vol bien plus variable, avec une médiane à 6 mètres, une moyenne à 14 mètres, et puis des maximums jusqu'à 60 mètres au-dessus de l'eau. Quand on regarde ici la proportion de temps passé en vol au-dessus de 22 mètres, qui sera a priori la hauteur de garde des éoliennes qui seront installées, bon, les puffins passent moins de 1% au-dessus de 22 mètres. En revanche, les sternes passent couramment au-dessus de 5% jusqu'à au-dessus de 30 mètres, donc avec un risque de collision non négligeable. Pour les autres espèces enregistrées en télémétrie, donc là on s'est focalisé sur les oiseaux migrateurs qui allaient franchir la mer. Donc, je vous passe le détail de toutes les espèces. Donc, il y avait des espèces vraiment terrestres, des rapaces, des tourterelles, des rolliers, des espèces d'oiseaux d'eau ici, des échassiers, et puis également des larolimicoles qu'on a considérées comme espèces terrestres parce qu'elles fréquentent très peu le golfe du Lion en termes pour leur cycle de vie, pour leur alimentation, elles le franchissent uniquement. On a déployé donc 19 espèces suivies. On a pu enregistrer 406 trajets migratoires. Vous voyez la diversité des déplacements, donc majoritairement sur l'Afrique de l'Ouest et Afrique essentiellement, et puis 2 outliers, c'est les rolliers qui vont en Namibie et les faucons d'Éléonore qui vont sur Madagascar. Mais tous les autres, c'est la Méditerranée ou bien l'Afrique de l'Ouest. Juste un exemple ici des trajectoires de la spatule blanche qui montre, qui est très opportuniste et variable dans ses stratégies migratoires. On peut voir des individus qui vont longer la côte ici pour le long d'Espagne pour aller rejoindre l'Afrique, des espèces qui vont couper le golfe en deux pour aller rejoindre rapidement le cap de Créus et des espèces qui vont traverser la mer pour aller en Sardaigne ou directement en Tunisie. Donc on s'est intéressé à ces différentes stratégies de traversée du golfe du Lion et on a trouvé que bon, tout 74% d'individus ont survolé le golfe. Ça veut dire qu'il y en a un quart qui est passé par la terre, qui n'a pas survolé le golfe du Lion. Et parmi ceux qui ont survolé le golfe, dans la migration post-nuptiale, 51% l'ont fait directement vers la pleine mer, donc vers l'Afrique ou les Baléares. 29% en diagonale, c'est partant du delta du Rhône jusque l'Espagne, et puis le 15% ont plutôt longé la côte, dans les 10 km autour de 10 km au large. Au printemps, le pattern n'était pas le même. On retrouve ces 3 stratégies, mais pas en même proportion. Les majorités des oiseaux sont en fait, il y a la moitié qui sont passés par la terre, et dans ceux qui sont passés par le golfe, 53% ont plutôt traversé le golfe en diagonale, et ensuite c'était équilibré entre ceux qui arrivent directement de la pleine mer et ceux qui longent la côte assez proche. En termes de hauteur de vol, là aussi beaucoup de variations. Ici je présente juste le résultat. On a regardé les hauteurs de vol dans les zones de développement éolien, ça s'appelle ZDE ici, versus en dehors de ces ZDE. Donc ils sont globalement un peu plus bas dans les zones de développement éolien que hors de la ZDE, mais il y avait une énorme variation dans ces hauteurs de vol. On a 9 espèces avec des hauteurs moyennes qui sont comprises entre 20 et 300 mètres, vous l'avez représenté ici. En migration de printemps, on n'a pas de différence dans les hauteurs de vol, on a toujours autour de 200 mètres, vous voyez 180-200 mètres. Et 5 espèces qui vont franchir le golfe également dans le range 20-300 mètres de hauteur. Alors pour les plus petites espèces, on ne s'est pas arrêté aux grosses espèces, pour les passereaux notamment et les espèces en dessous de 70 grammes, on a utilisé des balises de géolocalisation qu'on appelle des GLS. Donc ce sont des capteurs multilogueurs qui vont enregistrer la lumière, la pression atmosphérique, la température et l'activité en récupérant les données suite à la migration de l'oiseau. Il n'y a pas de transmission de données, il faut recapturer l'individu après son retour, donc 1 an plus tard, c'est un énorme travail.
Quand on arrive à récupérer l'oiseau et sa balise, on peut ensuite analyser les données et en croisant les informations de lumière, de lever, de coucher de soleil et la pression atmosphérique, on peut recalculer sa position avec une précision de 20 à 50 km et également mesurer la hauteur de vol grâce aux mesures de pression atmosphérique. Donc voilà les 19 espèces qui ont été suivies par GLS. Donc il y a eu 315 oiseaux qui ont été équipés de GLS, 75 oiseaux sont revenus et ont été revus. 66 ont pu être récupérés, ce qui concerne 17 espèces. Donc 21% de taux de recapture, c'est énorme pour des GLS. Parce qu'il faut imaginer que c'est des passereaux avec faible durée de vie. La probabilité de retrouver le même individu un an plus tard et de le recapturer, elle est quand même... C'est un vrai défi que Stéphane et son équipe a surmonté avec beaucoup de courage et de brio. Alors, dans les 66 qui ont été récupérés, 42% on est quasi sûr qu'ils ont traversé la mer. Bon, faut dire que le GLS, on n'a pas une trajectoire très précise. On a à peu près 1 à 2 points par jour. Donc, quand on a un point le soir et un point le matin, après on fait un trait entre les deux, on regarde s'il est passé plutôt par la mer ou plutôt par la terre. Il reste une grosse phase quand même d'interprétation assez subjective. En tout cas, il y en a 42% pour lesquels on est quasi sûr qu'ils ont traversé la mer. Ils sont représentés ici. Et ça représente 8 espèces, des espèces nocturnes comme les engoulevents et le petit duc, et d'autres espèces diurnes à la fois de passereaux et la huppe. Et parmi ces espèces, les latitudes de survol étaient extrêmement variables, entre 0 et 2200 mètres. Vous voyez ici l'altitude de survol des différentes espèces. Donc des espèces qui sont toujours au ras de l'eau, par exemple le traquet moteux, et des espèces qui sont toujours plutôt beaucoup plus haut, comme le petit duc qui a le record pour le coup au-dessus de la Méditerranée à 2200 mètres. Les durées de traversée sont assez variables également. Ça va de 7h30 à 30 heures pour la traversée, une moyenne de 12 heures pour traverser la mer pour ces petites espèces. Ici, donc par contre, il n'y a pas vraiment de lien entre la durée de traversée et l'altitude médiane. Vous voyez qu'il y a un gros nuage de points ici. Les traversées ont lieu la nuit majoritairement et parfois se prolongent le jour et souvent elles se réduisent en altitude le jour. Ici, vous avez deux exemples. Une printanière qui a fait sa traversée autour de 2000 mètres pendant toute la nuit. Le traquet moteux, en revanche, il est parti, il s'est élevé, puis rapidement, il a fini sa migration au ras de l'eau. Donc, j'ai pas fini. Je parle vite pourtant. Donc, dans les 40 espèces, c'était vraiment l'avantage par rapport au radar, c'était l'identité des individus, de l'espèce notamment. Un énorme effort de terrain. Sur les oiseaux marins, on voit qu'il y a une forte utilisation du golfe, notamment des zones de développement éolien par les puffins, mais le risque de collision, il est quand même en majorité pour les cogecs. Pour les grands migrateurs terrestres, on a eu 2 pics de migration, mais en fait, on se rend compte avec la télémétrie qu'il y a des passages toute l'année, même au mois de janvier, il y a des ibis qui franchissent la mer Méditerranée. Les migrateurs partiels peuvent passer à tout moment. En automne, on a plutôt des traversées plutôt au large. Au printemps, on est plutôt côtier. Et puis les petits migrateurs terrestres, on voit que les hauteurs de vol également extrêmement variables. Donc on a une forte proportion de vol en dessous de 200 mètres et puis un effet négatif probable de ces futures centrales éoliennes. J'en vais à la fin. Donc comment on fait avec toutes ces données assez disparates? C'était l'objectif du LOCIS qui était porté par Aurélien Bénard et pas mal de postdocs associés. Donc essayer de combiner l'information de tous ces jeux de données, de la télémétrie, du radar ornitho, des comptages, des campagnes en mer. C'est un vrai défi parce qu'ils ne sont pas enregistrés aux mêmes échelles spatiales, temporelles, aux mêmes échelles biologiques. Donc là, c'était vraiment un lot de statistiques assez ardu. Donc 3 grandes questions autour de ce LOCIS. Comment les oiseaux marins utilisent-ils le golfe du Lion? Pour les oiseaux terrestres, quels sont les flux migrateurs et où est-ce qu'ils se situent et puis à quelle hauteur? Et la particularité de ce travail, ça a été d'essayer de calculer un indice de vulnérabilité qui comprend à la fois le risque de collision, c'est-à-dire c'est le comportement de l'individu, quelle est sa hauteur de vol, quel est le pourcentage de temps qu'il passe à la hauteur à risque. Ce risque est multiplié par le risque de déplacement, c'est-à-dire la sensibilité au dérangement par les éoliennes. Et puis enfin, un score de conservation, on ne va pas même mettre le même niveau d'enjeu selon la conservation de chaque espèce. Donc pour les oiseaux marins d'abord, en période de reproduction,
ça c'est une carte de vulnérabilité. Encore une fois, c'est pas la carte de présence, c'est les espèces qui sont vulnérables. Les espèces les vulnérables se concentrent majoritairement sur le littoral. Et actuellement, c'est essentiellement la centrale éolienne de PGL qui est une centrale pilote qui est très près du bord et qui sera sans doute la plus problématique pour les oiseaux en reproduction. Hors reproduction, là, ça devient plus critique parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui arrivent d'ailleurs, notamment de l'Atlantique, et qui passent l'hiver en Méditerranée. Et là, ça va être plutôt la partie ouest du golfe du Lion qui va concentrer les espèces à enjeu. Et donc, toutes ces zones-là qui vont être plutôt problématiques. Donc, en combinant les données de plusieurs programmes, données Migralion plus des programmes existants auparavant, on a pu mettre en évidence les distributions de ces oiseaux qui est plutôt côtière en reproduction et plutôt au large et à l'ouest en zone hivernage. Concernant les oiseaux migrateurs terrestres, donc quelles zones présentent les flux migratoires les plus intenses dans le golfe du Lion? On a combiné les données des suivis radars en mer et puis les suivis télémétriques. Et la synthèse est la suivante. Donc la migration prénuptiale ici vous montre que la majorité du flux passe à l'ouest et notamment va concerner ces 4 centrales éoliennes ici. C'est là que passe la majorité du flux. En post-nuptial, c'est plus diffus, mais il y a quand même une forte concentration ici vers le centre du golfe du Lion. Et donc, ça va être ces centrales-là qui vont être également le plus à enjeu pour les migrateurs terrestres qui survolent le golfe. Je vais aller vite. Et où passent les hauteurs? Quelles sont les hauteurs de vol au-dessus de la mer? Encore une fois, en combinant les données radar et les données GPS uniquement, on n'a pas pris en compte ici les GLS parce que c'est trop imprécis en termes de géographique. Donc, en utilisant les données radar à la côte, BirdScan et puis la télémétrie, il en ressort que finalement il y a très peu de différence entre les migrations prénuptiales et postnuptiales. La modélisation montre qu'on a à peu près 51% des survols au printemps comme à l'automne qui ont lieu entre 20 et 300 mètres de hauteur. Donc si on regarde ici le petit schéma avec où seront les éoliennes, on est pile dedans. Donc on a pu combiner les différentes sources de données pour modéliser ces hauteurs de vol qui sont en majorité quand même sous les 300 mètres, donc dans les zones à risque de collision pour ces migrateurs terrestres. Donc si je fais un bilan du programme Migralion, bilan extrêmement rapide évidemment, en termes scientifiques c'était particulièrement novateur et intéressant, beaucoup d'espèces qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a pu mieux comprendre lors de ce programme. Donc on a pu identifier plus de 200 espèces, entre 45 et 200 millions d'individus. J'ai fini. Ah. Je parle avec... Je vais essayer celui-ci. Ouais. Donc la distribution spatio-temporelle, l'oiseau marin, on est plutôt côtier en reproduction et pélagique en hivernage. L'oiseau terrestre, plutôt traversée nocturne toute l'année et en post-nuptial plus au large, en prénuptial plus côtier. Altitude de vol, il y a un oiseau marin enjeu maximal, enfin fort disons pour les sternes et les laridés, et puis pour les oiseaux terrestres, on est quand même beaucoup d'espèces qui sont en dessous de 200 mètres. Si je reprends ma diapo du début, donc en termes de bilan scientifique, là on a documenté uniquement les enjeux par rapport au risque de collision, donc les impacts directs. On ne sait pas du tout, on n'a pas du tout d'informations sur comment les oiseaux vont réagir par rapport à l'effet barrière, par rapport à la répulsion, et comment l'environnement physique va être modifié par les éoliennes qui peut amener à des modifications de l'environnement, donc de la distribution des oiseaux. Là-dessus, on est encore complètement aveugle. Si je fais un bilan plus appliqué, si je me place dans un contexte que vous connaissez tous, éviter, réduire, compenser, où est-ce qu'on est avec ce programme Migralion? L'évitement, donc on avait quand même, ici on a les zones de développement éolien prévues dans la zone du golfe du Lion. Bon, l'évitement, où est-ce qu'on en est? En fait, il y a 2 zones qui ont été validées par l'État en 2023, donc 2 ans avant la fin du programme Migralion, donc on n'a pas évité grand-chose. Réduire, peut-être qu'on peut faire mieux là pour la réduction. Il y a 3 centrales pilotes qui ont été enfin construites en 2025. Donc malheureusement le programme est terminé, mais si on le prolongeait maintenant, on pourrait mieux comprendre comment les oiseaux vont réagir face à ces nouvelles structures dans le golfe du Lion. Est-ce qu'elles l'évitent ou est-ce qu'il y a des risques de collision qui sont avérés? Et enfin, compenser nécessite de comprendre et de poursuivre le monitoring, ça veut dire poursuivre des actions de suivi sur tout le littoral du golfe du Lion pour continuer à suivre les populations d'oiseaux et voir si elles sont impactées ou pas par ces nouvelles éoliennes. Donc il y a encore du pain sur la planche.
Et je remercie toutes les personnes, structures impliquées. Et évidemment, je suis allé super vite. Le détail se trouve dans le programme qui est libre accès sur ce site internet.